今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Aujourd'hui, pour notre épisode 76, on va parler de A Bittersweet Life. Et pour ça, je suis forcément en compagnie de Kiko. Comment ça va ? Bonjour, ça va super. T'es content ? Ah, je suis ravi. Je vais pas te demander pourquoi tu as choisi de mettre celui-là, sachant que ça fait à peu près 3 ans que tu nous parles du film. Ça fait 3 ans que j'espère qu'il tombe dans le podcast. Je pense que c'est uniquement pour ce film-là que tu as voulu changer le fonctionnement du podcast. Entre autres, il y a 2 films. Les 2 qui vont être dans le top 3 ouais. à la fin du podcast, qui ne prendra jamais fin. Non. Mais on est là pour continuer, là. On n'a pas prévu de s'arrêter. Non, c'est sûr. On va continuer aussi longtemps qu'on peut. Aussi longtemps qu'il y aura des films. Pour ça, je pense qu'on devrait être servi. Donc, tu peux nous parler un peu du film ? De ce que tu t'en souviens, en gros, ou de ce que tu... un petit peu ce qu'il y a autour du film pour toi, ce qu'il représente, ce genre de choses. Ce film représente pour moi ce qu'il y a de mieux, après les Kitano bien sûr, qu'il y a de mieux dans l'univers gangster. C'est le film qui m'a mis une claque à sa sortie quand je l'ai vu la première fois. D'ailleurs, j'ai plus le contexte de visionnage que j'ai eu pour le premier... Je sais pas si le premier visionnage, c'était ensemble, parce que moi j'ai souvenir d'un visionnage dans notre premier appart au Havre. C'est possible. Mais je sais pas si c'était le premier pour toi ou pas. C'est possible. Parce que le film est sorti en 2005. Donc c'est possible qu'on l'a rattrapé sur le tard. J'ai aucun souvenir, mais bref, c'est un film qui m'avait marqué par son esthétisme visuel, par son récit, je sais pas, il y a cette espèce de lenteur qui m'a pris, et moi qui m'a complètement marqué, comme quoi j'étais... je suis yankee de ce genre de truc-là, je le dis à chaque fois, de toute façon, quand je suis fan de Kitano, je peux être que fan de ce genre de cinéma-là. Je dis pas que ça se rapproche de ce qu'a fait Kitano dans sa carrière, mais je sais pas, il y a une espèce de vibe. Ouais, une vibe commune que tu retrouves. Exactement. Quoi. Et donc moi j'adore j'adore tout ça, quoi. C'est un néo-noir sur fond de gangster avec une trahison. Voilà. Après, je pense qu'après le film, on en reparlera après visionnage. On parlera de quoi ça relate, de quoi on va avoir à faire dans ce récit-là. Mais pour l'instant, moi, c'est plus des sentiments qui me reviennent. C'est cet esthétisme visuel ultra léché d'un Kim Ji-woon, mais comme on l'avait déjà dit, c'est un caméléon, mais comme pas possible, quoi. Il s'attaque à n'importe quel genre de cinéma, et même si on aime ou on n'aime pas certains de ses films, mais on peut pas lui enlever que tous ses films sont super bien emballés à chaque fois. Oui, complètement. Puis tu sens qu'il y a un vrai projet derrière chaque film. C'est-à-dire que c'est pas aussi le genre de réalisateur qui va un peu tirer sur la corde et prendre toujours le même genre ou le même truc et puis y aller l'user jusqu'à la moelle. Là, effectivement, il fait tout. Donc, il y a des genres qui vont plus lui réussir que d'autres, mais il y a toujours quand même, je trouve, une envie. On sent qu'il y a quand même une envie de bien faire les choses. Après, je sais pas si c'est certains genres qui lui réussit le mieux ou si c'est juste à l'instant T, ce récit-là, ça fonctionne pour X raisons, tu vois, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Je pense qu'il y a un peu plutôt par récit que par vraiment genre. Je repense notamment à Deux Sœurs. Pour moi, c'est pas la partie horrifique ou des choses comme ça qui pêchait vraiment. Donc, c'est pas son traitement du genre, mais plutôt son traitement du sujet, en fait, qui était un peu... c'est le développement qui était trop prévisible pour nous. Pour moi, c'est effectivement plus le récit parce que le film le genre, quoi. En soi, il y avait d'excellentes idées. Oui, il y avait des scènes qui j'ai j'ai encore souvenir de certaines scènes qui fonctionnaient très bien. Esthétiquement, c'était parfait comme d'habitude. Mais après, nous, ça nous a perdu parce que enfin bref, on va pas revenir sur Deux Sœurs. On a déjà parlé maintes et maintes fois quand on parlait de Kim Ji-woon. Mais non, c'est ça en fait. Je pense que une fois que les étoiles sont bien alignées, moi, je pense que Kim Ji-woon, il y va à fond et puis ça fonctionne du feu de Dieu quand ça doit fonctionner. Ouais, carrément. Toi, je sais pas ce que tu avais à dire sur le film. Est-ce que toi, il y a des trucs qui te restent ? Parce que pour le coup, tu l'as déjà vu, on l'a déjà vu ensemble. Ouais, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas des tonnes de trucs qui me restent en fait du film. Je sais plus exactement. Tu dis, je vois à peu près quand est-ce qu'on l'a vu, mais je sais pas vraiment dans quel contexte moi j'étais. Tu vois, si c'était. Donc, j'y vais pas en premier visionnage, mais je pense qu'il y a des choses qui vont revenir quand je vais le voir. Mais j'ai plein de trucs que j'ai oubliés, quoi. Je veux dire, Tu te souviens un peu du pitch ou Oui, puis parce que je l'ai revu aussi, j'ai relu le pitch, donc je sais comme
tu dis, il y a cette histoire de trahison, des choses comme ça. Mais il y a plein de trucs que j'ai plus, quoi, tu vois, sur l'histoire. Donc j'ai hâte justement de me refaire un avis. Je t'invite à aller le voir et on en reparlera après. Et allons-y, c'est parti. C'est parti. 2년 전 꽤 똑똑한 친구 하나가 제 밑에서 일한 적이 있었습니다. 어느 날 그 친구에게 심부름을 하나 시켰는데 소소하게 생각했었던지 실수를 저질렀어요. 이번 일은 손목 하나로 끝날 일이 아닙니다. 내 말 좀 들어봐! 생명의 은인이니까 고맙다 말이라도 해드려요? 사과하라. 그럼 아무 일도 일어나지 않는다. 이 아저씨 몰라도 한참을 모르시는구나. 잘못 건드렸어요. Donc on a vu Peter Sweet Life, un film de Kim Ji-woon, sorti en 2005, de catégorie action-thriller et d'une durée de 1h58 minutes. Au casting, on retrouve Lee Byung-hun, Shin Mi-ah, qu'on a pu voir dans The Volcano High. Oui, l'épisode a un visionnage sur YouTube. Voilà, ça devait être nous. Hong Jeong-min, qu'on a pu voir dans The Strangers, et Kim Ro-ea, qu'on a vu dans Memory of Murder. Est-ce que tu veux bien nous dire de quoi parle A Bitter Sweet Life ? Oui, bien sûr. Alors avant, je vais juste te parler de l'acteur Kim Yeong-cheol, qui joue le président, donc le chef de la pègre. Ouais. Et je sais pas si tu as vu, mais il joue dans le remake coréen de Criminal Minds. Non, je savais même pas qu'il y avait... Ah oui, si, j'ai vu qu'il y avait un remake coréen, mais je l'ai pas trouvé sur les plateformes. Et il joue dedans. Ok. Ah bah voilà. Non, C'était juste la petite parenthèse. Il va falloir que je trouve où c'est que je peux regarder ça. Je savais que ça allait te faire plaisir. Ouais, surtout gentil. après le dernier épisode qu'on a enregistré. Ouais, carrément. Où tu parlais de la saison 19 de Criminal Minds. Exactement. C'est ma série doudou. Ouais, je le sais. Alors, le film parle de Sun-woo. C'est le bras droit d'un chef de la pègre locale. Et il tient un hôtel qui appartient au chef de la pègre. Et donc, il gère ça d'une main de fer et de maître. Du coup, c'est toute sa vie, son gang et son business. À la suite de ça, son patron lui demande une petite mission pendant son déplacement. C'est de surveiller sa maîtresse, qui est beaucoup plus jeune que lui. Et il soupçonne qu'elle ait une aventure avec un autre jeune homme. Et donc, Sun-woo a pour ordre de la surveiller et de les liquider si jamais il y a tromperie. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, sa vie va basculer parce que Sun-woo va tomber sur le charme séraphique, donc c'est-à-dire sous un charme, on va dire, où il est omnibulé par sa pureté. Et à partir de là, en fait, ça va être une espèce de descente aux enfers pour Sun-woo et peut-être une forme de rédemption aussi pour ce personnage. C'est ça, tout à fait. Donc, question à 8000 balles, qu'as-tu pensé du film ? Alors, avant de dire ce que j'en pense, je vais me lancer dans un petit tunnel. T'aimes bien pas répondre à la question que Non, je te parce pose. qu'en fait, la question elle va arriver à la fin. Et donc, parce que la fin, en fait, ça va marquer Vas-y. la suite. Fais comme tu le sens. Alors déjà, il faut savoir que ce film, comme tu l'as si bien dit, est sorti en 2005. C'est un film qui arrive après les gros succès comme Old Boy, un an avant, qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Et 2 ans avant, il y a eu le Memory of Murder de Bong Joon-ho. Kim Ji-woon a eu la lourde tâche de réaliser la prochaine curiosité, parce que ce film, au-delà d'être une curiosité, c'est aussi une curiosité pour les Occidentaux. Pas forcément pour les locaux qui connaissent déjà très bien ce cinéma-là. Ouais. Mais aussi, c'est aussi un marqueur important pour la machine industrielle qui est en train de devenir le cinéma coréen. Parce qu'il faut savoir que c'est à partir de ce moment-là, bien avant, il y a eu quand même les 2 films que j'ai cités qui avaient déjà de gros budgets, de grosses ambitions. Et donc, Kim Ji-woon a eu la lourde tâche de pondre le prochain film qui, non seulement a été présenté à Cannes, et en plus de ça, qui allait marquer au fer rouge la notoriété du cinéma coréen dans le monde. Je voulais quand même relever ça parce que c'est un film qui est charnière
pour la carrière de Kim Ji-woon, qui est charnière aussi pour le cinéma sud-coréen dans sa globalité. Il faut savoir que, comme on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes consacrés à Bong Joon-ho ou à Park Chan-wook, qu'à cette période-là, c'est la nouvelle vague du cinéma sud-coréen. Donc et notamment avec Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Kim Ki-duk ou Kim Ji-woon. Ouais. C'est des réalisateurs qui sont arrivés fin 90, début 2000 pour marquer un tournant dans le cinéma sud-coréen. Ils sont tous issus de la même génération, c'est-à-dire la génération qui ont connu la dictature dans les années 60 et qui ont vu le passage à la démocratie au fur et à mesure du temps. Sauf que cette démocratie assez accélérée, niveau capitalisme et mondialisme. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi eu l'ouverture de la Corée sur le monde, quoi. Tout à fait. Et en fait, ça a accéléré le processus non seulement pour l'industrie du cinéma, mais pour d'autres industries en général, mais aussi une accélération qui a instantanément marqué la population sud-coréenne. C'est-à-dire qu'il y a eu les pauvres et les riches. De moi, ce que j'ai en tête de l'histoire un petit peu de Corée du Sud, c'est ça, c'est que le pays a très longtemps vécu comme un pays du tiers-monde, en fait, et la révolution industrielle, elle s'est faite très, très rapidement. Ouais. Et donc, beaucoup trop rapidement. Je crois 1 ou 2 décennies, le pays, il est passé de, effectivement, un pays principalement issu de l'agriculture et très fermé sur lui-même à une des premières puissances mondiales et avec un rayonnement international dans son commerce ou des choses comme ça, vraiment implanté avec une certaine autorité, une force. Et ça a été, je pense, pour les Coréens, quelque chose à vivre d'extrêmement particulier et je pense qu'il a marqué leur façon de voir le monde, en fait, de manière générale. Tout à fait. Et tu as bien fait de le dire parce que c'est là où je voulais en venir. C'est que ce marqueur important est représenté dans A Bittersweet Life, notamment avec l'hôtel de luxe et les bas-fonds de ce que nous montre Kim Ji-woon dans son film. On passe du luxe à la crasse, comme pour montrer cette fracture qui existe en Corée du Sud à cette période-là. En plus de ça, je rajoute que nous, on a eu la chance de choper la version Director's Cut, proposée par The Joker Shop. Et d'ailleurs, merci à eux, parce que de nous proposer la collection Kim Ji-woon, que j'ai eu la chance de pouvoir commander depuis le Québec. J'ai été ravi de revoir cette version restaurée. Et en plus, cette version Director's Cut proposée par Kim Ji-woon lui-même, qui a voulu améliorer le rythme de son film. Et c'est là que je viens à ma critique du film. Donc pour moi, c'est toujours un chef-d'œuvre, sauf que dans mes souvenirs, j'avais plus de plaisir à regarder l'ancienne version parce qu'il y avait cette phase de lenteur, de mélancolie et de contemplation qui, moi, me plaît personnellement. Ouais. Plein de petits détails, en fait, qui étaient disséminés ici et là, que Kim Ji-woon a décidé de couper pour qu'il n'y ait pas trop de rupture de rythme. Pour moi, ce film reste un chef-d'œuvre. Et malgré le Director's Cut, que moi, je trouve quand même très excellent, parce que déjà, la restauration, elle est magnifique. Ouais, c'est clair. Mais j'ai eu ce petit bémol de cette version qui raccourcit, moi, les petits effets que moi, j'adorais dans l'ancienne version. Voilà. Ouais, je comprends. Et toi ? Déjà, pour rester sur la partie Director's Cut, je trouve que c'est intéressant parce qu'il a supprimé des choses, alors que généralement, les formats de Director's Cut, c'est plutôt plus long. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on va rajouter des éléments dans le film, des scènes qui n'ont pas pu être mises pour faute de temps au cinéma ou des choses comme ça. Ou pour la violence. Ou pour, voilà. Et donc là, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir une version plutôt qui va à l'essentiel, en fait. Donc, après, je te rejoins sur la partie rythme. Moi, j'aime bien aussi avoir ce côté un petit peu de contemplation et de temps. J'avais moins aussi de souvenirs du film et tout, donc ça m'a moins marqué. Mais effectivement, je comprends aussi cette envie d'avoir quand même quelque chose qui amène des éléments un peu suspendus dans l'histoire. Oui, moi, c'est toujours un film que je trouve excellent. J'aime énormément la narration du film. Et puis, voilà, autant l'histoire que la façon dont il est filmé, ça fonctionne très très bien. Et les acteurs sont tous excellents, donc forcément, ça ramène une bonne couche de nouvelle excellence sur de l'excellence. Je sais pas ce que tu veux rajouter d'autre sur le film. Moi, c'est juste que j'adore suivre le narcissique originel. Ce personnage joué par Lee Byung-hun, en fait, il me fascine. C'est la représentation de la beauté ultime. Le mec qui prend soin de lui, qui prend soin de son image. Kim Ji-woon n'a pas peur, j'allais dire, de le ridiculiser, mais plus que ça, en fait, il va le mettre vraiment au fond du trou. Et c'est littéralement ce qui se passe dans le film. Et là, on voit ce personnage évoluer, même désévoluer humainement,
parce que il commence à ressentir le doute, la peur, l'incompréhension. Toutes ces phases-là que nous, on voit pas dès le début du film. On voit que c'est quelqu'un de très sûr de lui, de très propre, de très presque imbu de sa personne, parce que tu as l'impression que c'est lui qui mène ce qui se passe dans son hôtel, c'est lui qui gère les conflits, qui gère tout ce qui se passe autour. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui aime... Prendre des décisions. Exactement. Et donc, à partir de sa descente aux enfers, là, il commence à ressentir des émotions qu'il n'a jamais ressenties. Et ces émotions-là arrivent après la rencontre de la femme du boss qui va briser quelque chose en lui, qui va apporter une part d'humanité qu'il n'a jamais connue, qu'il n'était même pas conscient, parce que c'est un peu le samouraï aussi originel, tu vois. C'est celui qui respecte les codes de fidélité et les codes d'honneur. Il est complètement omnibulé par son gang et par son chef, pour qui il voue une loyauté sans faille. Et au moment où, en fait, cette mission qu'il n'arrive pas à remplir parce que il a perçu une forme d'humanité que lui ne comprend pas, et il y a cette part de lui qui veut essayer d'explorer cette facette de cette vie que lui ne connaît pas, et cette facette de pureté et de spontanéité que lui ne connaît pas forcément. Et voilà, c'est ça que je voulais relever. Puis... c'est ce que j'aime chez le personnage, en fait. Ouais, complètement. Puis même quand tu parles d'humanité, moi je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il a effectivement un côté... Moi, je l'ai moins ressenti le côté très narcissique, parce qu'il y a effectivement, on voit qu'il prend soin de lui, il est très, il a une posture très droite, des choses comme ça, mais il y a presque aussi un côté robotique, en fait. C'est, on sent qu'il a pas de vie en dehors de son travail, et il va jamais remettre en question ce que lui dit son chef. Donc, il va vraiment aussi se complaire dans cette idée de je suis indispensable dans l'organisation. Donc, c'était ça, en fait, cette partie narcissique, le fait de se sentir indispensable dans l'organisation. Et donc, comme tu dis, la rencontre, c'est ce qui va lui amener son premier désobéissement, en fait. C'est la première fois où il va effectivement remettre en question l'ordre qu'on lui a donné et voir plus loin que juste l'acte de violence ou l'acte d'autorité qu'il doit avoir. C'est amené quand même en subtilité, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on va avoir une fracture ultra nette. C'est-à-dire qu'on va voir qu'au fur et à mesure que le personnage évolue, ça va prendre plus de... Cet élément-là va prendre plus de place, quoi. Alors moi, je vais aller beaucoup plus simplement que toi, même si j'entends ce que tu dis, et puis ça fait peut-être partie du personnage aussi, de son côté narcissique, mais pour moi, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est toutes les fois où il regarde dans son reflet, en fait. Ouais, bien sûr. C'est juste ça. Le film commence sur un reflet de lui-même, et le film se termine sur un reflet de lui-même. Et pendant tout le film, il se regarde constamment dans les miroirs. Le fait qu'il se regarde aussi dans les reflets de la vitre, ça revient souvent. Pour moi, le côté narcissique, c'est vraiment, c'est littéralement ça, en fait. Ouais. C'est juste quelqu'un qui aime se regarder. Comme on l'a dit, tu vois, il est propre sur lui, tout ça. Puis à chaque fois qu'il essaie de se rajuster, c'est toujours dans le miroir, tu vois. Il veut paraître parfait. Ouais. Et moi, c'est juste ça que je voulais rajouter, parce que pour moi, le côté narcissique, c'est vraiment tout simplement ça, quoi. Mais oui, après, c'est vrai qu'il y a d'autres subtilités derrière qui sont à mener, qui peut-être renforcent ce sentiment-là de narcissisme que nous, en tant que spectateurs, on peut voir. Mais ouais, non, après, ça reste un personnage très profond. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de subtilités dans l'écriture de Kim Ji-woon, notamment avec les deux, comment on appelle ça, les textes bouddhistes, là, en début et en fin de... Oui. Et en fin de film, qui reflètent d'un côté ce qui va arriver au cœur de Sun-woo, donc de Lee Byung-hun, quand il va rencontrer la maîtresse. Je vais dire que c'est un proverbe, mais le proverbe du début, c'est une discussion entre un disciple et son maître, et t'as le disciple qui demande est-ce que c'est les feuilles qui bougent ou si c'est le vent qui fait bouger les feuilles. Et le maître lui répond que c'est son cœur qui bouge. Et le cœur qui bouge, ça vient... Alors, je vais peut-être commencer par là. Spoiler, alerte, on va peut-être raconter des choses qui pourraient gâcher un peu le visionnage. Donc si vraiment vous voulez aller voir le film, foncez tout de suite parce que c'est indispensable. Mais si vous l'avez déjà vu ou si vous voulez être spoilé, ça c'est libre à vous. Et donc le cœur qui bouge, c'est quand il rencontre le personnage de la femme du patron. C'est à ce moment-là que son cœur bouge et c'est à ce moment-là que sa descente va commencer, parce qu'il y aura ces petites fractures qui va ajouter cette humanité, et cette humanité qui va le faire sombrer dans les enfers, mais qui va peut-être le faire renaître en tant qu'homme. Ouais, complètement. Et ce proverbe à la fin, tout simplement, c'est toujours un disciple qui parle à son maître, et c'est le disciple qui se réveille d'un rêve
mais qui est en sanglots. Le maître lui demande est-ce qu'il a fait un cauchemar, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de mauvais, et lui il a dit non, il a juste révélé quelque chose de beau. Il a dit c'est quoi le problème? En gros, c'est quelque chose qui ne pourra jamais c'était un rêve, quoi. C'était un rêve et c'est quelque chose qui connaîtra jamais de son vivant. C'est ça, ce sera jamais une réalité. Et donc ce qui résonne avec la mort de Lee Byung-hun à la fin. Oui, puis même moi je trouve qu'il résonne même avant, c'est-à-dire que ça fait aussi écho au fait que par exemple il a cette attirance et pour cette jeune maîtresse, c'est aussi pour ça qu'il la sauve, qu'il veut pas la tuer quand il se rend compte qu'elle est effectivement infidèle à son maître, mais il sait qu'il fera jamais rien avec elle en fait. Non, parce que c'est l'attirance qu'il a pour elle, ça n'a rien d'amoureux ou de sexuel. C'est vraiment purement hypnotique, c'est la spontanéité, la jeunesse, c'est la spontanéité humaine que lui ne connaît pas. Oui, mais je pense que même s'il y a une attirance qui peut être de l'ordre d'avoir envie effectivement d'être proche d'elle, voilà, d'avoir une relation avec elle, sans forcément que ce soit purement sexuel, ça peut être juste effectivement une relation amoureuse. Non, pour moi, il n'y a pas de relation amoureuse. Il n'y a rien d'amoureux là-dedans. Dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il sait qu'il n'aura jamais rien avec elle. En fait, tu vois, mais c'est pas ce qu'il cherche en fait. C'est pas qu'il cherche quelque chose. Il veut pas avoir quelque chose avec elle. Il veut juste voir comment cette part d'humanité-là peut interférer avec sa propre vie. C'est cette humanité-là qu'il recherche, cette pureté que lui ne connaît pas. C'est juste ça en fait. C'est cette attirance purement passive en fait. Il regarde une pureté vivre son quotidien et lui ne connaît pas ça. Quand tu regardes son appartement et en dehors de sa vie de gangster, sa vie se résume à rien. Ah oui, comme c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté un peu robotique, c'est qu'il a vraiment absolument rien en dehors de faire la loi dans son hôtel, quoi. Lui, dans sa vie avant de rencontrer cette jeune femme, il avait que son image et la fidélité avec son patron. C'est tout. Il a rien d'autre à côté. Et quand il rencontre cette jeune fille, quand elle joue de la musique, tout ça, et ce passage de la musique est hyper important parce que c'est ce passage-là qui reste ambigu du début à la fin du film, parce que pendant tout le film, t'as le patron, à chaque fois, il veut savoir pourquoi tu n'as pas accompli ta mission. Le personnage de Lee Byung-hun lui-même ne savait pas pourquoi. Il dit des choses complètement par-dessus la jambe en disant bah non, mais c'est parce que je voulais leur laisser une chance ou quoi que ce soit. Et au moment de mourir, il se rappelle de ce passage où elle joue de la musique classique et où lui sourit pour la première fois. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il se rend compte que c'est pour ça qu'il l'a laissé vivre. C'est pour cet instant de pureté-là et rien d'autre. Et le patron lui-même savait au fond de lui-même que c'était pas la bonne réponse qu'il avait donnée à Lee Byung-hun en disant que c'était une deuxième chance. Il savait qu'il y avait autre chose derrière. Donc c'est pour ça qu'il a continué à le torturer et à le harceler pour le tuer. Et Lee Byung-hun à côté, il ne comprenait pas pourquoi il y avait cet acharnement-là. Je pense que du côté du patron, c'est peut-être pour ça que j'ai fait peut-être un amalgame aussi, mais c'est qu'il y a justement, c'est qu'il pense qu'il veut il l'a sauvée parce qu'il est amoureux d'elle, en fait, ou un truc comme ça. Non, je pense pas. Non, je pense pas du tout. Moi, je pense qu'il y a, à part les deux amants, les deux jeunes amants qui consomment leur amour, pour moi, en dehors de ça, il y a aucune ambiguïté sur non seulement le personnage de Lee Byung-hun qui soit forcément amoureux ou attiré sexuellement par la jeune fille, et que le patron se doute qu'il soit amoureux d'elle. Okay. Pour moi, il y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est juste que le patron sait que c'est quelqu'un qui est fidèle, on va dire, au principe. Ouais. Et il comprend pas pourquoi. Et comprend pas pourquoi. Et moi, je pense qu'il insiste. Et moi, je pense que le fait qu'il insiste sur le passage de Lee Byung-hun pour savoir pourquoi t'as fait ça, c'est peut-être aussi pour lui faire un déclic et que lui-même, en son fort intérieur, comprenne pourquoi il a fait ça. C'est le mec qui essaie de lui apprendre, qui essaie de lui faire remonter cette personnalité qu'il n'avait pas avant. Et le patron lui-même s'est rendu compte qu'il a commencé à développer une humanité et une espèce de rupture de principe, en fait. Capacité à prendre des décisions par lui-même aussi, un libre arbitre qui arrive. Tout à fait. Et il savait très bien, peut-être, tu vois, pour moi, il le voyait plus comme un robot, comme tu dis, ou comme un chien de garde qui était là, qui était obéissant. Et quand il a vu qu'il était plus du tout obéissant, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui a changé en le personnage de Lee Byung-hun. Et c'est ça qu'il voulait savoir. Et il voulait qu'il fasse remonter son côté humain en disant « Parle-moi de cœur à cœur et dis-moi pourquoi tu l'as fait ». Et Lee Byung-hun, à ce moment-là, il n'était pas au courant. Il n'était même pas conscient de pourquoi. Il l'a fait machinalement parce que c'est le cœur qui a parlé. C'est quelque chose qui était complètement abstrait pour lui. Donc forcément, il n'était pas encore conscient à ce moment-là, en répondant à son boss, que c'était pour cette raison-là. Donc le fait qu'il écoutait ce moment de pureté par la musique,
et qui est très important pour Kim Ji-woon, qui l'a dit lui-même, que la musique a une place importante dans sa vie et dans sa façon d'écrire et dans sa façon de travailler. Bah ça a surtout été l'élément premier de l'histoire du film est partie de la musique en fait. Tout à fait. Donc voilà, moi c'est pour moi c'est tout ça. Donc on s'est un peu dispersé, j'ai l'impression, sur les sentiments, sur la question que tu m'avais posée ou non, où on a répondu parfaitement à... Je sais pas, mais c'est pas grave. J'ai fait comme Lee Byung-hun, en fait, c'est le cœur qui a parlé là. C'est le sentiment. Moi, ce film-là, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est un film qui m'a toujours touché. Ouais. Et c'est tout ça qui m'a touché. Et c'est pour ça que cette version de Director's Cut là, encore une fois, je trouvais que je perdais un petit peu de cette matière un peu de contemplation et d'étirement dans le temps, ces moments suspendus qui, moi, à ce moment-là, me permettaient de cerner justement le personnage de Lee Byung-hun et le personnage du patron. Parce que pour moi, pour moi, c'est le maître et le disciple des deux proverbes qu'on a au début et à la fin. Tout simplement. Ouais. Et je faisais beaucoup de rattachement à ça, à la vie. Je me posais, pendant les moments de relâchement, je me posais beaucoup de questions sur le personnage de Lee Byung-hun. Pourquoi il pensait ci? Pourquoi il pensait ça? Pourquoi il a changé de personnalité? Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai toujours considéré ce film déjà comme un énorme chef-d'œuvre du cinéma sud-coréen, mais pour moi, le chef-d'œuvre de Kim Ji-woon, bien au-dessus de Je rencontre le diable, même si j'adore ce film. Mais Je rencontre le diable, c'est purement le film de divertissement que je peux regarder 50 fois sans m'ennuyer. Mais celui-ci, il me fait quelque chose en plus que Je rencontre le diable ne me fait pas. Ouais, je comprends, je suis d'accord. J'ai eu plus d'émotions aussi sur celui-là. Puis la dualité en fait du personnage de Lee Byung-hun, elle vient ne serait-ce que par le titre en fait. Je veux dire, Bittersweet Life, c'est doux amer, donc c'est forcément quelque chose où il a sa vie amère, aride, quoi, vraiment de sécheresse émotionnelle, et il y a cette flamme qui arrive à un moment et qui ramène un petit peu d'humanité, de profondeur, de complexité. Et comme tu disais, après toutes les émotions humaines de base, le doute, pourquoi je fais ça, je ne sais pas, mais il y a un peu d'élan aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Et moi, ce que j'adore, c'est justement la scène où il se fait torturer, c'est quand il ressent la peur. Quand Lee Byung-hun joue la peur, putain, là, je suis sidéré, quoi. Ouais. Je suis sidéré parce que j'ai de l'empathie pour quelqu'un qui n'avait même pas d'empathie pour lui-même. Ouais, c'est vrai, c'est clairement... C'est pour ça que, tu vois, le narcissisme, j'avais du mal à le mettre, parce que même si je le comprends parfaitement avec le côté des reflets, des choses comme ça, c'est assez explicite, mais parce que justement, on sentait qu'il n'avait pas d'empathie pour lui, ou du moins d'envie, tu vois, de vivre, quoi, tu vas dire, limite. Et donc, pour moi, c'est un peu contradictoire avec un personnage narcissique. Ouais, moi, je pense plus que c'était quelqu'un qui se sentait intouchable. C'est quelqu'un qui était au-dessus de tout, qui se sentait vraiment fort. Et pour moi, le narcissisme, ça appuie aussi ce côté-là, le côté de surpuissance, le côté de j'ai peur de personne. Au début du film, la scène d'intro, ça représente totalement ça. C'est donc tu le vois en train de se regarder dans le reflet. Ensuite de ça, il va rouster la gueule à un groupe de personnages. En fait, c'est cette puissance-là qui, pour moi, renforce en plus le côté narcissique du personnage. Et le côté aussi robotique, comme tu dis, parce que c'est vrai que maintenant, le côté robotique, je le vois énormément. T'as l'impression qu'il fait machinalement les choses sans vraiment réfléchir. Mais complètement. Et c'est pour ça que ça me donne un peu une idée de, genre, le gars qui soit, en gros, vivant ou mort, t'as l'impression que c'est pareil. Mais pas dans le côté de, genre, je me sens surpuissant, j'ai pas peur de la mort, mais plutôt de genre, un peu d'apathie, vraiment, je suis quoi. Pas conscient de... Voilà, j'ai aucune envie de poursuivre ma vie. Ouais, je comprends. Et en même temps, je sais que je suis puissant. Donc, il y a toute cette complexité-là que je trouve super intéressante, parce que justement, c'est pas juste le mec qui s'aime, quoi. Tu vois, je veux dire, qui se surestime et qui voilà, pour moi, c'est pas juste un narcissique de base, en fait, quoi. Ouais, mais le narcissisme, c'est vaste. Ah, mais bien sûr, comme toutes les émotions, au final, quoi. Je veux dire. Ouais, mais... Et pour moi, le côté robotique, en fait, il est complètement balayé, justement, dans cette scène de torture-là. Parce qu'à ce moment-là, tu vois que il prend conscience de ce qui est en train de lui arriver. Et moi, encore une fois, je te dis, ce sentiment de doute et ce sentiment de peur, moi, ça m'a complètement chamboulé, ça m'a matrixé tellement ça faisait pas partie du personnage, parce que c'est pas ce qu'il nous montrait au début, et prendre ce contre-pied là, moi je trouvais que c'était un point hyper intelligent dans le scénario,
et dans le développement du personnage qui, pour moi, amène toute l'humanité et toute la suite derrière. Je suis d'accord. Et après, tu as cet élément de résurrection. Donc, ce moment où il est littéralement enterré vivant et puis qui renaît de la boue. Et à partir de ce moment-là, il reprend possession de sa personnalité, mais avec un soupçon d'humanité. Le soupçon d'humanité que lui ne connaissait pas encore, mais qui lui appartient désormais, parce qu'après ce qu'il a vécu pendant la torture, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait des faiblesses. Ouais. Et quand tu as des faiblesses, tu deviens humain. Oui, et moi je trouve que c'est là aussi où il laisse libre cours à sa colère aussi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, on sent que c'est il va tataner la gueule des gens, ou il va reprendre des gens, mais avec une froideur extrêmement forte. Et ce besoin de dire, de toute façon, voilà, Mais toi, t'es insignifiant. Là, il y a vraiment cette colère de... on m'a rabaissé, on m'a enlevé mon humanité à un moment. Et donc, je me suis battue pour la récupérer. Et maintenant, je vais me battre pour me venger, quoi. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Ouais, mais tu vois, moi, au-delà de dire enlever son humanité, pour moi, c'est plus sa naissance. Ouais, bien sûr, parce que ça lui a insufflé, en fait. Mais c'est ça je trouve qui est intéressant, c'est que c'est pas juste... Il découvre son humanité parce que il a juste eu cette rencontre-là. C'est qu'il y a plein d'étapes. Oui. C'est que cette rencontre avec la maîtresse qui lui a fait une fracture, comme tu disais. Et à la suite de ça, en fait, on l'a dépossédé. Oui. Et c'est parce que il a entrevu ce qu'il était possible d'être, ce que pouvait être son humanité, qu'il a compris qu'on le dépossédait de quelque chose. Ouais, mais il l'a pas encore compris à ce moment-là, pour moi. Ouais, bah on va dire qu'il va le vivre, quoi. Et il va le vivre, mais pour moi, le seul moment où il vit son humanité, c'est juste avant de mourir. Parce que, comme tu le dis, pendant tout le film, à un moment de sa renaissance, il sombre dans une colère noire et dans une incompréhension totale. C'est ça. Et en fait, cette colère va l'aveugler totalement. Il va pas comprendre ce qui lui arrive et cette humanité-là qui commence à émerger, en fait, est mise de côté. Ouais, bah elle est un peu étouffée pour pouvoir laisser place à la colère. Justement. Exactement. Et à la fin de cette colère-là, vient réellement l'humanité et vient aussi la pleine conscience du personnage de Lee Byung-hun qui comprend d'où vient cette pureté qui a fait émerger cette humanité qui n'avait pas conscience avant tous ces événements-là. Ouais, complètement. Donc voilà, en fait, je te dis, moi, c'est un film que j'ai beaucoup analysé en mon fort intérieur, et c'est pour ça que je le considère vraiment comme mon chef-d'œuvre à moi, même si dans le cinéma coréen, il y a énormément de bons films, mais celui-ci a fait quelque chose en plus chez moi. Il m'a fait montrer justement toutes ces facettes d'humanité que je voyais pas dans d'autres films, et de le voir de cette façon-là, je l'avais rarement vu dans un film néo-noir, gangster, avec des soupçons d'action un peu comme on voit dans le cinéma de John Woo, même si Kim Jong-un l'a bien dit lui-même, c'est pas un clin d'œil à John Woo, c'est un clin d'œil à Jean-Pierre Melville. John Woo faisait aussi des clins d'œil à Jean-Pierre Melville dans ses films. Donc indirectement, tout le monde fait un clin d'œil à Jean-Pierre Melville. Et tout le monde se fait des clins d'œil entre eux, finalement. Donc tu vois, c'est un peu un cercle perpétuel. Donc voilà, en fait, c'est tout ça, ce film. Il est complexe, il est beau, il est parfait. Ouais, moi, c'est vraiment ce que j'aime, en fait, dans ce film-là. Ça montre la complexité des personnages de manière assez simple, dans le sens, on va pas vouloir faire une histoire ultra alambiquée ou des personnages ultra alambiqués avec des passifs de fou, on va voir toute sa généalogie, des choses comme ça. Les informations qui sont données sont parsemées, je veux dire, c'est que c'est pas, on va avoir des petites bribes d'infos pour comprendre un petit peu le fonctionnement de chaque personnage. Ça va à chaque fois amener une dimension supplémentaire au personnage, à la dynamique que ce personnage-là va avoir avec les autres, comment ils vont se relationner entre eux, comment ils vont s'impacter les uns les autres dans leur évolution. Donc chaque évolution d'un personnage va aller impacter les autres et leur dynamique. Et en fait, tout ça, c'est d'une grande richesse, mais c'est amené avec quelque chose de très, très subtil, très simple, que moi j'aime beaucoup en fait, parce que justement, ça te rajoute pas de la complexité pour avoir de la complexité, mais ça te montre, pour moi, la richesse et la complexité des émotions humaines, de l'humain en général, de la vie, les phases dans lesquelles on va pouvoir évoluer. Et c'est un des éléments qui forcément va me parler plus dans le film, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as ajouté sur le film ou sur un élément particulier ? Encore une fois, je pense que j'ai oublié 1 million de choses. Mais là, j'ai vraiment voulu parler de purs sentiments à chaque fois que je vois ce film-là. Et j'ai sans doute oublié des choses. On va me le dire en commentaire encore une fois.
Mais j'ai rien écrit, j'ai mis juste mes 2 mains qui sont posées sur mon canapé ultra moite parce que je suis encore en train de vivre le film. Donc non, j'ai rien d'autre à rajouter là, à l'heure actuelle. Et toi? Non, pas particulièrement. Après, c'était plus si tu voulais qu'on parle des scènes préf ou des choses comme ça. Ah ça oui, on peut en parler. Ramener après d'autres éléments dessus. Ouais. Toi, ta scène préf, c'est quoi? Moi, ma scène préf, c'est tout simple. Hein. Encore une fois, là, heureusement que j'ai parlé de spoil. Moi, c'est la scène de fin. C'est la dernière image de Lee Byung-hun qui fait du shadowboxing face à la vitre. Pour moi, c'est représentatif de tout ce qu'est le film. En 30 secondes, tout est mis dans cette scène-là où Lee Byung-hun se bat contre lui-même. Ouais. Et tout le film, c'est ça. Et encore une fois, j'appuie sur le côté narcissique. Il est centré uniquement sur lui-même et il passe son temps, en fait, à combattre sa propre personne pour être la meilleure version de lui-même. Et il y a ce passage-là que, dans les 30 secondes de ce shadowboxing, tu vois au fur et à mesure le reflet de Lee Byung-hun s'effacer dans la vitre pour laisser place à la nuit de Séoul. Ouais. Et voilà, encore une fois, c'est tout représentatif de ce qui se passe dans le film. Ouais, et puis même, je trouve que tu vois, ça va un petit peu plus loin. C'est pas juste il se bat contre lui-même, mais il se bat même contre l'image de lui, en fait. Ouais. C'est-à-dire sa représentation de lui, son... narcissique. Ouais. De ce qu'il pense être, en fait. Même pas forcément ce qu'il est vraiment, mais ce qu'il pense être. Et en plus, c'est même pas un narcissique. Je pense que c'est pas du narcissisme conscient. Je pense que c'est juste, c'est juste, il est comme ça. Comme lui, il n'a pas vraiment d'empathie pour les gens autour de lui, qui n'a pas d'humanité, forcément, il peut pas percevoir ce qui se passe autour. Jusqu'au moment où il y a cet ange qui vient lui rappeler qu'il y a une part d'humanité en chacun de nous, quoi. Film parfait. Et toi, c'est quoi ta scène préf? Moi, il y a la scène de torture que je trouve excellente, qui amène vraiment un shift très très fort, autant dans le rythme de la narration que dans le personnage. Moi, j'ai plutôt parlé d'une façon de filmer certains éléments, c'est les couloirs. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes où on filmait des couloirs. Donc, une scène d'intro, c'est effectivement, on le voit traverser tout le couloir de là où il était installé en train de prendre son goûter, et puis le moment où il va tabasser tout le monde. Et il y a plusieurs fois des scènes comme ça qui reviennent avec des façons de filmer différentes. Donc, on va voir au-dessus, on va le voir de face, de dos, des choses comme ça. Et il y a vraiment cette symbolique aussi d'un passage d'un état à un autre. Donc, c'est un peu le principe. Bon, le symbole du couloir, ça, c'est que tu commences à un endroit et tu fais ta traversée vers un autre état. Et c'est très représentatif du personnage de Lee Byung-hun, parce que généralement, les couloirs, c'est un personnage qui est dedans. Et voilà, donc c'est vraiment comment lui va passer d'une personnalité, ou du moins d'un élément de sa personnalité à un autre. Donc il va se détacher de certaines choses, il va aller récupérer d'autres éléments, il va transformer des choses, il va se battre aussi contre lui-même, contre les autres, pour pouvoir se révéler aussi après par la suite. Très juste, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que ça appuie encore plus mes sentiments sur le film. Donc très bonne analyse. Très bien, moi je pense qu'on peut partir sur la note finale du film. Quelle note tu lui mettrais? Alors, j'ai pas mal réfléchi. Ouais. Alors, je vais lui mettre un 9,5 pour cette Director's Cut, justement, que moi je trouve un petit poil en dessous de ma version que j'avais en tête. Mais je vais lui rajouter 0,5 parce que... En principe Non, parce que Joker Shop ont fait un choix important pour moi au niveau de la jaquette du film. Parce que la version DVD que moi j'avais en tête avant, on voyait Lee Byung-hun donc sur fond bleu avec son flingue air pensif, tu vois. Ouais. Sauf que la photo était ultra zoomée, donc c'était coupé en fait au niveau de ses cheveux, et c'était cadré pour que Lee Byung-hun remplisse le cadre. Ok. Et en fait, je me souvenais plus de la jaquette. J'avais souvenir que c'était effectivement le même fond et tout, que c'était plutôt la même image. Ouais, mais c'était le même fond, mais la colorimétrie était un petit peu différente, tu vois. Elle était un peu plus sombre. Sauf que la version proposée par Joker, ils ont décidé de prendre la photo, mais vraiment en entière. Donc, c'est-à-dire qu'on a énormément de place au mur bleu derrière. Et donc là, tu vois ce Lee Byung-hun, mais juste parfait, quoi. Ouais. C'est juste God, quoi. Et qui est devant ce fond bleu qui fait contraste avec son costume noir et son flingue noir qui tient sur son menton. Et moi, je tiens à dire que
affiche de cinéma là, c'est mon affiche de cinéma préférée, tout film confondu. Ok, ouais. Bah, elle est magnifique. Encore une fois, quand tu connais le film et quand tu regardes l'affiche, ça a un impact énorme en fait. Ça continue sur mon impact de visionnage. Et donc, bah, juste pour ça, en fait, je rajouterais 0,5. Et donc, ce film a une note de 10. Oui, j'aurais pu mettre 10 depuis le début, mais j'avais envie de me la péter et puis de parler un peu de l'affiche du film. Voilà. Et toi? Je te l'accorde. Moi, j'ai le 9,5, ça me va bien. Ouais. C'est un film pour lequel j'ai passé un excellent moment où je pense qu'il y a en plus un potentiel de visionnage énorme. C'est-à-dire que je sais que c'est un film que je peux revoir plein de fois et où je verrai justement plus de subtilité, plus d'éléments, de pouvoir plus le décortiquer, des choses comme ça. Et non, je pense que c'est vraiment un film qui mérite d'être vu. Après, que ce soit la version de Director's Cut ou la version d'origine, bah, ça dépend un peu de ce que vous arrivez à choper, j'ai envie de dire. Ouais, non, la version Director's Cut, elle est très très bien. Ouais. Franchement, il n'y a pas de perte de rythme, tout est bien à sa place, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est juste que comme le film, je l'ai vu plusieurs fois dans son ancienne version, en fait, j'ai cette version-là en tête. Ouais. Et donc, cette version-là, en fait, elle me correspondait mieux. Et c'est uniquement pour ça. Mais cette version-là, elle est parfaite aussi. Il n'y a pas de problème. Très bien. Est-ce qu'on va piocher dans quel pays on va aller voyager la semaine prochaine? Oui, et donc, pour rappel, c'est à toi de choisir le film. Ouais. Tu as une liste de 3 films. Tout à fait. Et donc, moi, je vais faire tourner la roue pour savoir vers quel pays on va se diriger la semaine prochaine. Et ce sera la Corée. Alors, au départ, j'avais choisi un film, pas du tout sur le même registre. Et en fait, ça m'a bien donné envie de rester sur ce registre-là. Donc, je vais prendre Old Boy. J'en étais sûr. C'est bien. Bien. Parce que je veux faire la trilogie dans l'ordre aussi. Ouais. Et heureusement que je t'ai rappelé l'ordre. Parce que sinon, je pense que t'aurais sorti les non, je sais pas pourquoi, j'ai été persuadée. Mais je pense que c'est parce que Old Boy, je l'ai vu en dernier, en fait. Mais je crois qu'on l'a tous quasiment vu en dernier. Parce que moi, j'ai fait Lady Vengeance en premier, Mister Vengeance et Old Boy. Et donc, puis, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était... Et moi, je suis encore plus un mytho parce que moi, c'est Old Boy que j'ai vu en premier. Ouais, donc... Pas de logique. Pas de logique du tout. Donc, voilà. Au départ, j'avais choisi un film très contemplatif et pas du tout sur ce registre-là. Ah, j'ai peut-être un... T'as peut-être une idée? J'ai peut-être une idée, ouais. Et en fait, quand j'ai vu celui-là, j'ai fait non, mais en fait, faut qu'on reste là-dedans. Voilà, là, je suis dans ma phase gros thriller, bien sanglant. Donc, Old Boy, là, on va s'attaquer à un autre gros morceau. Bien, Oh putain. Waouh, ça va être difficile, parce que parler de ce film-là... Le problème, c'est toujours ça. C'est parler en faisant court, sans trop s'éparpiller et en même temps kiffer un peu notre truc. Ouais, là, je pense qu'on va rekiffer le visionnage, mais on va pas mal se disperser aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Mais encore une fois, on va s'attarder juste sur notre sentiment. Si on commence à creuser sur le film, on va faire un épisode de 4 heures, donc on va parler de ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire de sentiments. Ça me va bien, on va faire ça. T'as un mot de la fin? À part fin? Ouais, je vais pas le faire à chaque épisode. Non, j'ai pas d'autres mots de fin à part continuer à nous suivre et interagir avec nos épisodes, c'est-à-dire leur mettre des cœurs, des étoiles, tout ce que vous voulez, pour qu'on soit de plus en plus référencés. Ça marche de mieux en mieux grâce à Jean-Claude Van Damme. Donc, si on peut le faire sans Jean-Claude Van Damme, ça peut être pas mal aussi. Donc, voilà, merci à vous encore. Merci tout le monde pour l'écoute. À bientôt. Et comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao. Bye.